Je suis James Anderson. J'ai 32 ans, et mes parents ont vendu la voiture de mes rêves pour payer les vacances de luxe de mon frère à Paris pendant que j'étais à l'étranger pour affaires. Avant de vous raconter l'expression sur leur visage quand je leur ai montré la vidéo que j'avais d'eux en train de forcer mon coffre-fort, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Tout a commencé par une simple question qui flottait dans l'air du salon de mes parents, épaisse et lourde comme l'air humide de l'été dehors. Je venais de rentrer d'un voyage d'affaires international de 4 mois. J'étais décalé, épuisé, et fonctionnant au café d'aéroport rassis et aux dernières vapeurs d'adrénaline d'un projet réussi. Tout ce que je voulais, c'était rentrer dans mon propre appartement, me laisser tomber dans mon propre lit et dormir pendant une semaine. Mais d'abord, je devais comprendre pourquoi ma voiture, une Audi S5 bleu nuit que j'avais mis 2 ans d'économie disciplinée à acheter, avait disparu de sa place réservée dans le garage de mon immeuble, et pourquoi mon jeune frère, Nathan, vivait dans mon appartement comme s'il était chez lui, entouré de boîtes de plats à emporter et de bouteilles de liqueur vides. Il m'a dit avec un haussement d'épaule désinvolte, « Oh, maman et papa ont vendu la voiture. J'avais besoin d'une escapade après le divorce. Paris est génial à cette époque de l'année. Tu devrais y aller un jour. » Alors, j'ai conduit ma voiture de location jusqu'à la maison de mes parents, la maison où j'ai grandi. J'ai trouvé ma mère dans la cuisine, fredonnant tout en arrangeant des fleurs dans un vase. Elle n'avait pas l'air surprise de me voir. Elle avait l'air fière. « James, tu es de retour, » dit-elle, en s'essuyant les mains sur son tablier. « Nathan t'a-t-il annoncé la bonne nouvelle ? Il passe un merveilleux moment à Paris, il se remet de tout ce chagrin. C'est grâce à ta voiture. » Elle l'a dit avec un sourire sincère, satisfait d'elle-même, comme si elle venait de faire la chose charitable la plus merveilleuse au monde. Et à ce moment-là, quelque chose en moi, une bobine étroitement enroulée de 32 ans de frustration et de ressentiment silencieux, n'a pas cassé. C'est resté parfaitement, étrangement immobile. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. Je l'ai juste regardé, et un étrange calme froid m'a envahi. Je dois vous parler, à toi, à papa et à Nathan. Tout de suite, ai-je dit. Ma voix était égale, trop égale. Le sourire sur son visage a vacillé. Le fredonnement s'est arrêté. Elle m'a regardé, vraiment regardé, et pour la première fois, elle a semblé voir quelque chose dans mes yeux qu'elle ne reconnaissait pas, quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, une lueur d'irritation dans sa voix. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu devrais être heureux pour ton frère. »« Allez les chercher », ai-je répété, ma voix baissant un peu plus. « C'est important. » C'est alors que la question est venue, celle qui a tout déclenché. Alors qu'elle se tournait pour appeler mon père, elle m'a regardé à nouveau, un mélange de confusion et de colère sur son visage. « Quel est ton problème, James ? » « Mon problème ? Mon problème, c'est toute une vie comme ça, ce rejet désinvolte, ce favoritisme flagrant, cette conviction que tout ce que j'ai n'est qu'une ressource qu'ils peuvent utiliser pour leur enfant chéri, Nathan. Mon problème, c'est qu'ils m'ont finalement poussé trop loin. Mais ils ne le savaient pas encore. Ils pensaient juste que j'étais difficile, comme toujours. Ils n'avaient aucune idée que j'avais passé les 3 dernières semaines de mon voyage d'affaires à faire autre chose que conclure des affaires. J'avais rassemblé des preuves. J'avais parlé à un avocat, et j'étais sur le point d'en finir une fois pour toutes. Le calme silencieux n'était pas une capitulation. C'était le calme avant la tempête, et la tempête venait de toucher terre dans leur confortable salon de banlieue. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas explosé dans cette cuisine, il faut comprendre le paysage de mon enfance. Notre famille n'était pas une démocratie. C'était un royaume, et mon jeune frère, Nathan, était le prince héritier. Je n'étais que l'autre, l'aîné, le plus calme, le plus responsable, celui qui était censé tout faire correctement et ne rien recevoir en retour. Nathan est né avec un charisme capable de faire sortir un serpent de sa peau. Il avait les yeux brillants de notre mère et le sourire facile de notre père. C'était le genre d'enfant qui pouvait rater un examen et, d'une manière ou d'une autre, convaincre le professeur que c'était une expérience d'apprentissage précieuse. J'étais l'enfant qui obtenait un A+, et mon père se contentait de hocher la tête, tournant la page de son journal. « C'est ce que tu es censé faire », disait-il sans lever les yeux. Je me souviens vivement d'un dîner. J'avais peut-être 10 ans. J'avais gagné le concours scientifique de l'école. Mon projet était un petit modèle de volcan assez complexe qui entrait en éruption avec du bicarbonate de soude et du vinaigre, de la fumée et tout le reste. Je tenais le ruban bleu dans ma main à table. Nathan,
qui avait 8 ans, avait passé sa journée à dessiner un super-héros qui ressemblait étrangement à une patate bancale avec une cape. « Papa, regarde » dis-je en levant le ruban. Il y jeta un coup d'œil. « Bon travail, James. » Puis il tourna toute son attention vers mon frère. « Et qu'as-tu fait, champion ?» Nathan présenta fièrement son super-héros patate. Mon père s'illumina. Il prit le dessin, l'étudia avec le sérieux d'un critique d'art, et déclara, « Margaret, viens voir ça. Nous avons un petit artiste entre les mains. On va le mettre sur le frigo. » Mon ruban bleu n'a jamais atterri sur le frigo. Il a fini dans un tiroir de ma chambre. C'était ça, la dynamique. Mes réussites étaient des attentes satisfaites. Les moindres caprices de Nathan étaient célébrés comme des signes de génie. Mon meilleur ami, Tyler, voyait tout. On était dans le jardin, et il se contentait de secouer la tête. « Je ne comprends pas, mec. C'est comme s'il ne te voyait même pas. » Il avait raison. J'étais un fantôme à la table de ma propre famille. Ce schéma a continué, devenant plus prononcé à mesure que nous grandissions. En 2e année de lycée, j'ai passé des mois à construire une machine de Rube Goldberg ridiculement complexe pour un concours de physique au niveau de l'État. Elle remplissait la moitié de notre garage, un chaos de leviers, de poulies, de billes et de pièges à souris qui, après 47 étapes, finissait par casser un œuf dans une poêle. J'ai remporté la 2e place de l'État. J'étais extatique. Un journal local a même publié une petite photo de moi avec mon engin. La réaction de mes parents ? Ma mère a dit, « Oh, c'est bien, mon chéri. Assure-toi juste de nettoyer ce bazar dans le garage. » J'ai du mal à garer la voiture. Mon père est allé encore plus loin. Lors d'un barbecue familial ce week-end-là, mon oncle a posé des questions sur la photo du journal. Avant que je puisse répondre, mon père a sauté, posant une main sur l'épaule de Nathan. Ouais, c'était un travail d'équipe. James est le gars des écrous et boulons, mais Nathan ici, il était le directeur créatif, il a inventé tout le concept. Nathan, qui n'avait pas mis les pieds dans le garage sauf pour se plaindre du bruit, s'est contenté de sourire et d'en prendre le crédit. Ouais, j'ai juste un don pour ce genre de choses, je suppose. Je suis resté là, mon hamburger se transformant en cendre dans ma bouche pendant que tous mes proches félicitaient Nathan pour son esprit brillant. Je n'ai rien dit. J'avais appris très tôt que protester ne faisait que me faire paraître mesquin et jaloux à leurs yeux. Les difficultés financières dans notre maison étaient un bourdonnement constant sous la surface de tout, et cela n'a fait qu'amplifier leurs priorités biaisées. Mon père occupait un emploi stable mais banal de comptable. Ma mère n'avait pas travaillé depuis ma naissance. Ils n'étaient pas pauvres, mais ils étaient toujours à court d'argent. Un soir, je les ai entendus se disputer dans la cuisine. J'étais dans le salon, censé faire mes devoirs. Les impôts fonciers augmentent encore, Robert, la voix de ma mère était un chuchotement bas et stressé. Et Nathan a besoin de nouveaux crampons pour le football, ceux du haut de gamme. Je sais, Margaret, je sais, soupira mon père. L'argent, il disparaît. Ma prime était plus petite que je ne l'avais prévu. Il y eut une pause. Peut-être que James pourrait trouver un emploi à temps partiel. Il est assez grand. Il pourrait contribuer. Il doit se concentrer sur ses notes, rétorqua ma mère. Nous avons besoin qu'il obtienne une bourse. C'est sa contribution. Je suis resté assis, figé, réalisant que je n'étais pas un fils. J'étais une stratégie d'investissement. Mes bonnes notes n'étaient pas une source de fierté pour eux, c'était un plan de secours financier. C'est devenu douloureusement clair quand est venu le moment d'aller à l'université. J'ai travaillé dur. J'étais le capitaine des mathletes. J'avais une moyenne de 4,0, et j'ai tout mis dans mes études. Cela a payé. J'ai obtenu une bourse d'études complète à l'université de Princeton pour l'ingénierie. C'était le moment le plus fier de ma vie. Je suis rentré à la maison en agitant la lettre d'acceptation. Ma mère était au téléphone. Elle posa sa main sur le récepteur, jeta un coup d'œil à l'entête de la lettre. « Oh, Princeton, c'est bien, mon chéri. » Et puis elle reprit son appel. Mon père était dans le bureau, luttant pour aider Nathan avec ses devoirs d'algèbre de rattrapage. Nathan échouait et risquait de ne pas obtenir son diplôme d'études secondaires du tout. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte. « Papa, j'ai une bourse complète pour Princeton. » Il leva les yeux, le front plissé de frustration devant une équation du second degré.
C'est super, mon fils. Nous n'attendions rien de moins. Maintenant, peux-tu fermer la porte? Ton frère et moi essayons de nous concentrer ici. C'était tout. Pas de célébration, pas de félicitations, juste un rejet. Plus tard ce soir-là, j'ai entendu mon père marmonner à ma mère dans la cuisine, tout ce savoir livresque, ce n'est pas le monde réel. Son frère, mon oncle, avait été un vendeur charismatique mais notoirement peu fiable que mes grands-parents avaient adoré. Mon père avait passé sa propre vie dans l'ombre de son frère, et maintenant il recréait la même dynamique avec ses propres fils. Il se voyait en moi, le responsable, celui qu'on oubliait, et il s'en voulait. Il voyait l'homme qu'il aurait aimé être en Nathan. La seule personne qui semblait comprendre était ma tante Clara, la sœur de mon père. Elle est venue quelques jours plus tard avec une longue boîte rectangulaire emballée dans du papier d'anniversaire, même si mon anniversaire était dans plusieurs mois. « Ne l'ouvre pas ici », murmura-t-elle en me serrant le bras. « C'est pour toi, pour Princeton. Le monde va voir à quel point tu es brillant, James, même s'il ne le voit pas. » Plus tard dans ma chambre, je l'ai ouvert. C'était un ordinateur portable tout neuf, le genre dont je rêvais mais que je savais que mes parents ne m'achèteraient jamais, affirmant que c'était une dépense inutile, puisque l'université avait des laboratoires informatiques. J'ai senti une boule dans ma gorge. Ce n'était pas l'ordinateur portable qui comptait. C'était le fait d'être vu. Pendant ce seul instant, je n'étais pas un fantôme. L'université a été mon évasion. J'ai prospéré. J'ai rencontré mon colocataire, Derek Jang, un brillant étudiant en informatique de Californie qui est devenu l'un de mes amis les plus proches. Nous avons lié connaissance lors de sessions d'études tardives et d'une ambition commune de construire quelque chose à nous un jour. La vie était belle. J'ai même commencé à sortir avec quelqu'un. Elle s'appelait Sophia. Elle était intelligente, belle et semblait être tout ce que je voulais. Elle était fascinée par ma spécialité, posant toujours des questions sur mes projets, mes perspectives de carrière, le potentiel de gain pour les ingénieurs de haut niveau. L'illusion s'est brisée un soir, environ un an après le début de notre relation. Nous étions à une fête, et je l'ai entendu parler à ses amis. Ce n'est pas le gars le plus excitant, disait-elle, suivi de leur rire, mais il va être ingénieur de Princeton. C'est un excellent investissement. Mes parents l'adorent. Un investissement. Le même mot que mes parents utilisaient. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Je l'ai confrontée plus tard dans la nuit, et elle n'a même pas eu la décence de le nier. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça, James? Je suis juste pragmatique. Nous devons penser à l'avenir. J'ai rompu là. L'expérience m'a rendu méfiant, renforçant la douloureuse leçon selon laquelle ma valeur pour beaucoup de gens était liée à ce que je pouvais produire ou gagner. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un emploi convoité chez Horizon Technologies, une entreprise d'ingénierie de premier plan. Mon patron, Victoria Reeves, était tout ce que mes parents n'étaient pas. Elle était intelligente, exigeante, mais juste. Elle reconnaissait le talent et récompensait le travail acharné. Lors de mon premier entretien d'évaluation, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Vous avez une combinaison rare de compétences techniques et de vision stratégique, James. Vous avez ce qu'il faut pour diriger ici. » Ces mots étaient comme de l'eau sur un paysage désertique. Pendant ce temps, Nathan avait abandonné l'université communautaire après un seul semestre. Au lieu de la déception, mes parents ont fait l'éloge de son esprit d'entreprise. Il a décidé qu'il allait devenir un influenceur sur les médias sociaux. Mes parents, qui m'avaient donné à contre-cœur $100 comme cadeau de remise de diplôme, ont puisé dans une partie de leurs économies pour lui acheter un appareil photo et un équipement d'éclairage haut de gamme. « Il faut investir dans le talent », avait déclaré ma mère. Les années ont passé. J'ai gravi les échelons chez Horizon. J'étais méticuleux avec mes finances, vivant frugalement, investissant judicieusement. Mon objectif était l'indépendance, la vraie, l'inébranlable indépendance. La première étape importante a été mon propre appartement. Horizon avait un programme de logement pour les employés qui offrait une réduction importante, et j'y étais admissible. Ce n'était pas énorme, mais c'était le mien, un appartement calme d'une chambre avec vue sur la ligne d'horizon de la ville. J'ai organisé une petite pendaison de crémaillère. J'ai invité mes amis Tyler et Derek et quelques collègues. J'ai aussi invité ma famille. Il me semblait que c'était la bonne chose à faire. Ils sont arrivés avec 1 heure de retard. Nathan est entré comme s'il inspectait la propriété,
avec un regard critique sur son visage. Mes parents ont immédiatement commencé à rediriger chaque conversation. Lorsqu'un collègue a complimenté ma vue, ma mère s'est précipitée. « Oh, c'est bien, mais vous devriez voir les photos que Nathan prend. Il a un tel œil pour la beauté. » Lorsque Tyler a mentionné ma récente promotion, mon père a tapoté l'épaule de Nathan. En parlant de grands mouvements, celui-ci vient de décrocher un contrat de mannequinat. Non rémunéré, bien sûr, mais c'est pour la visibilité. Le contrat de mannequinat était pour la marque de t-shirt naissante d'un ami qui avait environ 12 abonnés sur Instagram. Mon patron, Victoria, était venu témoigner de son soutien. Je l'ai vu observer tout le spectacle depuis un coin, avec une expression pensive, presque triste sur son visage. Alors qu'elle partait, elle m'a pris à part. « James, dit-elle doucement, merci pour l'invitation. Et maintenant je comprends pourquoi tu ne parles jamais de ta famille. » La validation de sa part m'a fait du bien, mais elle était teintée de honte. Elle avait vu derrière le rideau. Elle a vu le royaume et son prince ridicule et adoré et le fantôme planant sur les bords. La dernière pièce de mon indépendance, pensais-je, était ma voiture. Je prenais le bus et le métro depuis des années. Je ne voulais pas une voiture de sport à accent graveleuil, regardez-moi. Je voulais quelque chose qui représente une compétence tranquille, l'excellence en ingénierie, une Audi S5. C'était mon symbole, un témoignage d'années de semaines de travail de 60 heures, de budgétisation minutieuse et de gratification différée. Bien sûr, la première fois que Nathan l'a vue, il s'est moqué. Belle voiture. Un peu ennuyeuse, cependant. Pourquoi travailler si dur quand on pourrait simplement épouser quelqu'un de riche? Quelques mois plus tard, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a rencontré, dans une romance éclair, s'est fiancé à Nicholas Blackwell, l'héritier d'une fortune hôtelière. Mes parents étaient extatiques. C'était la validation ultime de leur vision du monde. Nathan n'avait pas travaillé pour cela. Il l'avait attiré. Ils se sont lancés à corps perdu dans la planification du mariage, dépensant une somme choquante de leurs économies de retraite pour tenir leur rang avec les riches Blackwell. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, celle qui a, sans le savoir, préparé le terrain pour toute la catastrophe, s'est produite un an après avoir acheté mon appartement. Je devais partir pour un court voyage d'affaires. Ma mère m'a appelé la veille de mon départ. « James, mon chéri, dit-elle, sa voix sirupeuse et douce, je sais que tu as cette clé de rechange dans le tiroir de la cuisine. Je me disais que je devrais la garder pour toi, tu sais, juste en cas d'urgence pendant ton absence. Et s'il y a une fuite ou quelque chose comme ça? » J'ai hésité. Un nœud s'est formé dans mon estomac. Je ne sais pas, maman. L'immeuble a un concierge pour ça. Oh, ne sois pas bête, rit-elle, un son qui était censé être léger mais qui était lourd de manipulation. C'est juste pour les urgences. Je suis ta mère. Je m'inquiète. Contre mon gré, usé par une vie à céder pour maintenir la paix, j'ai cédé. D'accord, maman. C'est dans le tiroir du haut près des couverts. Merci, mon chéri. Tu es le meilleur, mon fils. J'ai raccroché le téléphone avec un sentiment d'appréhension. Je ne le savais pas alors, mais je ne lui avais pas seulement donné une clé. Je lui avais donné une arme. Et comme j'allais bientôt le découvrir, elle avait bien l'intention de l'utiliser. Ce juste au cas où n'était pas pour une urgence. C'était pour une opportunité. Et cette opportunité était juste au coin de la rue. L'illusion de la vie parfaite de Nathan s'est brisée exactement 6 mois après son mariage somptueux. Il s'est avéré qu'épouser quelqu'un de riche ne remplaçait pas le fait d'avoir une once de caractère. Nicholas Blackwell, son mari, n'était pas seulement riche, il était intelligent. Il a découvert que Nathan avait traité sa carte noire Amex comme une source d'argent infinie. Mais ce n'était pas le pire. La véritable rupture a été de découvrir que Nathan couchait avec leur entraîneur personnel. La nuit où il s'est fait mettre à la porte, mon téléphone a sonné à 2 heures du matin. C'était Nathan. Il sanglotait, était ivre et incohérent. Il m'a viré, Jamie, bafouilla-t-il en utilisant un surnom d'enfance que personne n'avait utilisé depuis des années. Il m'a juste jeté à la rue comme un déchet sans rien. Tu peux imaginer le culot? Qu'est-ce qui s'est passé, Nathan, ai-je demandé, ma voix pâteuse de sommeil. C'est un monstre, un maniaque du contrôle. Il s'attendait à ce que je ne sais pas, que je trouve un emploi ou quelque chose comme ça.
Et il s'est mis en colère à propos de quelques petites dépenses sur sa carte de crédit. Ce n'est pas de ma faute si les choses sont si chères. Il a commodément omis la partie sur la liaison. Tu peux m'aider, mec? Je suis fauché. J'ai besoin de quelques milliers juste pour m'en sortir. Quelques milliers? J'étais complètement réveillé maintenant. Nathan, je ne peux pas te donner des milliers de dollars comme ça. Pourquoi pas, répondit-il sèchement, l'apitoiement sur soi se transformant instantanément en colère. Tu en as plein, monsieur ingénieur de Princeton. Quel est l'intérêt d'avoir un frère qui a réussi s'il ne t'aide même pas quand tu es au plus bas? Tu me dois quelque chose. Je ne te dois rien, dis-je, une froideur s'insinuant dans ma voix. Tu as fait ton lit, Nathan. Tu dois t'y coucher. J'ai raccroché. Bien sûr, il n'a pas eu à s'y coucher longtemps. Il est rentré chez nos parents, et le royaume a soudain semblé beaucoup plus petit. Le prince était de retour, mais sa couronne avait disparu. Il était fauché, humilié et rempli d'une rage volcanique qu'il dirigeait vers tout le monde sauf lui-même. L'univers, affirmait-il, était injuste. Nicolas était cruel. Le monde était contre lui. Mes parents, au lieu de l'encourager à trouver un emploi et à voler de ses propres ailes, l'ont dorloté. Ils ont traité son désastre auto-infligé comme une maladie tragique. Leur maison, autrefois un sanctuaire pour son potentiel, est devenue un hôpital pour son ego blessé. Ils ont puisé dans leurs économies pour l'apaiser, lui achetant des gadgets coûteux pour lui remonter le moral, payant des abonnements à des services de streaming dont il ne pouvait pas se passer. Il n'était pas seulement un fardeau financier, c'était un trou noir émotionnel, aspirant toute la lumière et l'air de leur maison. J'ai vu les difficultés financières de première main quelques semaines avant mon départ prévu pour Singapour. J'étais passé déposer un cadeau d'anniversaire pour mon père. Quand je suis entré dans la cuisine, j'ai vu une pile de courriers sur le comptoir. Sur le dessus, il y avait une enveloppe rouge vif, les mots au dernier avis clairement visibles. Ma mère m'a vu regarder et a rapidement balayé la pile dans un tiroir, mais pas avant que je ne voie l'entête de la compagnie de service public. Leur sourire était forcé ce jour-là. Les placards, généralement bien garnis, semblaient un peu vides. Pour le dîner, ma mère a servi un simple gratin fait avec de la soupe en conserve et de la dinde hachée. C'était le genre de repas qu'il préparait quand j'étais enfant et que l'argent était rare. Le désespoir était une chose palpable dans l'air, épaisse et écœurante. Cela me donnait la chair de poule. C'est dans cet autocuiseur de désespoir et de ressentiment que j'ai annoncé mon grand tournant de carrière. J'avais gagné un concours interne chez Horizon. Le prix était une mission internationale de 4 mois entièrement financée. Je devais diriger une petite équipe pour établir un nouveau partenariat stratégique à Singapour. C'était une opportunité énorme, un énorme vote de confiance de Victoria et du conseil d'administration, et un tremplin vers un poste de cadre supérieur. Quand j'ai annoncé la nouvelle à ma famille, la réaction a été prévisible. 4 mois, dit ma mère, le visage masquant l'inquiétude. C'est tellement long. Qui va s'occuper des choses ici? Les choses ici vont bien, maman. Je suis un adulte, dis-je. Il parle de nous, murmura Nathan depuis le canapé, sans lever les yeux de son téléphone. Il nous abandonne dans notre moment de besoin. Je l'ai ignoré. J'étais habitué à ses remords, mais mon père a ensuite renchéri. Ton frère a raison, James. Il traverse beaucoup de choses. Ta mère et moi, nous ne rajeunissons pas. C'est une période très stressante. Ils ne me demandaient pas de rester, ils me disaient que mon succès était un inconvénient pour eux. Mon opportunité était un fardeau pour leur crise. C'est la tante Clara qui m'a donné l'avertissement. Elle m'a appelé une semaine avant mon départ prévu. Sa voix était basse et urgente. James, j'ai besoin que tu m'écoutes, dit-elle. J'ai dîné avec tes parents hier soir. C'était insupportable. Tout ce dont ils ont parlé, c'était de l'argent, ou de son absence. Et ils n'arrêtaient pas de parler de toi, de ton succès, de ton bel appartement, de ta voiture de luxe. Alors, quoi de neuf, dis-je, essayant d'avoir l'air désinvolte. Non, c'était différent, insista TL. Il y avait un désespoir dans leur voix. Ta mère n'arrêtait pas de dire des choses comme « James en a tellement qu'il ne le remarquerait même pas, et c'est le devoir d'un fils d'aider sa famille. » Et Nathan, il leur a rempli la tête de poison, leur disant que tu lui devais quelque chose, que ton succès s'était en quelque sorte fait à ses dépens. Sois prudent, James. Vraiment prudent.
Ne leur fais confiance avec rien. Ces mots me donnèrent des frissons. Je savais qu'elle avait raison. J'ai décidé de prendre des précautions. Je n'allais pas les laisser faire dérailler ça. La veille de mon vol, je suis allé chez mes parents. J'avais besoin de fixer une limite claire. Je les ai trouvés dans le salon avec Nathan, qui se plaignait de la qualité de la télévision par câble. Je suis venu dire au revoir, dis-je, gardant mon ton ferme, et pour mettre une chose au clair, pendant mon absence, je ne veux absolument personne dans mon appartement. L'immeuble a une direction et une sécurité. Il n'y a aucune raison pour que vous y alliez. Ma mère a pris une expression blessée. James, nous ne ferions jamais. Je suis sérieux, les jeux interrompus. Je suis sérieux. J'ai regardé directement Nathan. Cela t'inclut. Retire toutes les idées de ta tête tout de suite. Il s'est contenté de me mépriser. Ne te surestime pas. Je ne voudrais pas rester dans ton appartement ennuyeux de toute façon. Je savais qu'il mentait. Je pouvais voir la cupidité scintiller dans ses yeux. Pour m'assurer que mes instructions étaient suivies, j'ai donné ma clé de rechange, la vraie, pas la copie que ma mère avait volée, à ma voisine, Madame Chin. C'était une femme gentille et retraitée qui vivait à côté de chez moi depuis que j'avais emménagé. Je lui faisais implicitement confiance. Madame Chin, dis-je en lui tendant la clé, je serai absent pendant quelques mois. Cela vous dérangera-t-il d'arroser mes plantes une fois par semaine? Et si vous voyez quelqu'un de ma famille essayer d'entrer dans mon appartement, pourriez-vous s'il vous plaît m'appeler? Peu importe l'heure. Elle me regarda avec des yeux gentils et connaisseurs. Bien sûr, James. Ne t'inquiète pas pour quoi que ce soit. Ta maison sera en sécurité. Alors que je montais à bord de l'avion pour Singapour, je ressentais un mélange d'euphorie pour l'avenir et un malaise lancinant à propos du passé que je laissais derrière moi. J'avais fait tout ce que je pouvais. J'avais fixé une limite. J'avais une personne de confiance qui surveillait ma maison. Je pensais m'être protégé. Je me trompais. Je n'avais pas tenu compte de la profondeur de leurs droits, du pouvoir corrosif de leur désespoir. J'avais construit une forteresse d'indépendance, mais j'avais oublié que les ennemis les plus dangereux étaient ceux qui savaient déjà comment entrer à l'intérieur des murs. Ils n'avaient pas besoin d'une clé. Ils croyaient au fond d'eux-mêmes qu'ils possédaient déjà tout ce que j'avais, et ils étaient sur le point de le prouver. La tempête qui couvait depuis 30 ans était sur le point d'éclater, et j'étais à l'autre bout du monde, complètement inconscient de la dévastation qu'elle allait laisser dans son sillage. Ma vie soigneusement construite était sur le point d'être saccagée, non pas par des étrangers, mais par les personnes mêmes qui étaient censées être ma famille. Le premier mois à Singapour a été un tourbillon. Je me suis jeté à corps perdu dans mon travail, dirigeant mon équipe, négociant des contrats et m'immergeant dans une nouvelle culture. Le projet était stimulant mais exaltant. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais complètement défini par mes propres mérites, à l'autre bout du monde, loin de l'ombre suffocante de ma famille. Le malaise lancinant que j'avais ressenti dans l'avion a commencé à s'estomper, remplacé par le bourdonnement de la réussite professionnelle. Le premier signe de trouble est venu sous forme de message texte. Il provenait de Madame Chin. Bonjour James. J'espère que tu vas bien. Ta mère et ton frère sont passés aujourd'hui. Ils ont dit que tu leur avais demandé de venir chercher du courrier pour toi. Je leur ai dit que tu ne m'en avais pas parlé, mais ils ont été très insistants. Ils avaient une clé. Un œuf froid s'est formé dans mon estomac. Je me suis immédiatement souvenu de la clé que ma mère m'avait culpabilisé de la laisser copier il y a 1 an, la clé d'urgence. J'avais été fou de l'oublier. J'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la 2e sonnerie, sa voix écœurante et joyeuse. James, comment va Singapour? Tu nous manques. Maman, Madame Chin a dit que tu étais à mon appartement, dis-je, essayant de garder ma voix stable. Oh, oui. Juste pour chercher ton courrier, chérie. Je ne voulais pas qu'il s'entasse. Nous sommes juste entrés et sortis. Cela semblait assez plausible, un petit mensonge pour couvrir sa curiosité. Je voulais y croire. J'ai laissé tomber. Mais une semaine plus tard, un autre texto de Madame Chin. James, ton frère est beaucoup dans ton appartement. Il a un nouvel ami avec lui. Ils sont très bruyants le soir. Cette fois, j'ai appelé Nathan directement. Il a répondu avec un grognement. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais dans mon appartement, Nathan? Détends-toi, Raya-t-il.
Maman a dit que je pouvais squatter ici pendant un moment. C'est mieux que d'être à la maison avec eux qui me harcèlent tout le temps. Ce n'est pas grave. C'est grave. Ma voix montait maintenant. Je t'ai dit spécifiquement de rester à l'extérieur. Sors de mon appartement, Nathan. Maintenant. Peu importe, dit-il et il me raccrocha au nez. La panique a commencé à s'installer. L'avertissement de la tante Clara résonnait à mes oreilles. Ils sont désespérés. Fais attention. Ils ne faisaient pas que franchir une ligne, ils l'effaçaient. Je me sentais impuissant, à des milliers de kilomètres. Que pouvais-je faire? Je ne pouvais pas simplement revenir en arrière. Ma carrière, mon équipe, tout était en jeu ici. Cette nuit-là, le sommeil était impossible. J'ai arpenté le sol de mon appartement d'entreprise, la ligne d'horizon scintillante de Singapour à l'extérieur de ma fenêtre, un témoignage moqueur du succès qui semblait si vide maintenant. Le vieil James, celui qui évitait les conflits à tout prix, hurlait dans ma tête de simplement laisser tomber. Ce n'est que pour quelques mois. Tu pourras nettoyer le désordre quand tu reviendras. Ça ne vaut pas la peine de se battre. Mais une autre voix, plus silencieuse, plus froide, a riposté. Et puis quoi? Les laisser recommencer? Les laisser prendre et prendre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le lendemain au travail, j'étais une épave. Je ne pouvais pas me concentrer dans les réunions. Je regardais fixement les feuilles de calcul. Les membres de mon équipe n'arrêtaient pas de me demander si j'allais bien. Je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça. Leur crier dessus au téléphone était inutile. Ils n'avaient jamais écouté mes paroles. Pourquoi commencerait-il maintenant? J'avais besoin de voir ce qui se passait. J'avais besoin de preuves. Une idée a germé dans l'obscurité. C'était un coup de dé, mais c'était mieux que de ne rien faire. Ce soir-là, je suis allé en ligne. J'ai passé des heures à faire des recherches, à lire des critiques, et finalement, j'ai acheté la meilleure petite caméra de sécurité activée Wi-Fi que j'ai pu trouver avec l'expédition internationale express à Singapour. Puis, j'ai fait l'appel le plus important de ma vie. Madame Chin, dis-je, le cœur battant la chamade, j'ai besoin de vous demander une énorme faveur. Quelque chose va arriver par la poste à mon adresse. C'est une petite caméra. La prochaine fois que vous irez arroser mes plantes, pourriez-vous la placer sur l'étagère dans le salon face à la zone principale? Elle ressemble à un petit cube noir. Personne ne le remarquera. Il y a eu une pause sur la ligne. J'ai retenu mon souffle, m'attendant à ce qu'elle refuse. C'était une folie de demander. James, dit-elle finalement, sa voix pleine d'une chaleur maternelle qui m'a presque fait pleurer, je savais que quelque chose n'allait pas. Vous me dites où la mettre. Je m'assurais qu'elle soit bien cachée. Une semaine plus tard, la caméra était en place. Je l'ai connectée à une application sur mon téléphone. Les mains tremblantes, j'ai appuyé sur l'icône pour ouvrir le flux en direct. Mon estomac est tombé. L'écran s'est animé, montrant mon salon. Mon salon, mais il était à peine reconnaissable. C'était un taudis. Des boîtes à pizza, des vêtements et des bouteilles de bière étaient éparpillées partout. Et là, allongé sur mon canapé, il y avait Nathan, riant avec un type que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai regardé pendant des heures ce jour-là, un fantôme silencieux et invisible dans ma propre maison. Je les ai vus traiter mon espace comme une maison de fraternité. J'ai vu Nathan utiliser ma carte de crédit, que je réalisais maintenant qu'il avait dû voler sur mon bureau, pour commander des centaines de dollars de nourriture. Mais le pire était à venir. Ce soir-là, mes parents sont arrivés. Ils ont apporté des provisions. Ils n'ont pas grondé Nathan pour le désordre. Ma mère a commencé à nettoyer autour de lui pendant que mon père lui tapotait le dos et lui demandait s'il s'amusait. Il l'encourageait. Ils étaient ses complices volontaires. Puis j'ai vu ça, le moment qui a tout changé. La voiture est le vrai problème, a dit mon père, sa voix minuscule à travers le haut-parleur du téléphone. On ne peut pas en obtenir un bon prix sans le titre de propriété. Où est-ce qu'il le garde? Il a ce petit coffre-fort dans son placard, renchérit ma mère. Il est tellement paranoïaque. Mon sang s'est glacé. J'ai regardé, horrifié, mon propre père et mon frère entrer dans ma chambre. Hors du champ de la caméra, j'ai entendu des bruits, des coups, des grattements, puis un craquement fort et final. Ils sont sortis quelques minutes plus tard. Mon père tenait une petite pile de papiers, mes papiers,
le titre de propriété de ma voiture, mon certificat de naissance, ma carte de sécurité sociale. Il tenait toute ma vie dans ses mains. Voilà, dit-il, un sourire sinistre sur son visage. Maintenant, on peut s'en occuper. J'ai éteint le flux, je n'arrivais pas à respirer. Le téléphone a glissé de mes doigts engourdis et est tombé sur le sol. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une violation, une profanation complète et totale de tout ce pour quoi j'avais travaillé, de l'idée même de famille, de confiance. Pendant une heure complète, je suis resté assis là, vidé. Une partie de moi voulait juste laisser tomber, vendre l'appartement, limiter mes pertes et ne jamais regarder en arrière. Quel était l'intérêt de se battre? Il gagnerait toujours. Puis j'ai pensé aux mots de Victoria, ne les laissez jamais décider de votre valeur. J'ai pensé à la tante Clara. J'ai pensé à la gentillesse de Madame Chin. J'ai pris mon téléphone. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était soudainement glacé et clair. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas appelé Nathan. J'ai appelé Tyler. Tyler, dis-je, ma voix tremblant, j'ai besoin d'un avocat. Un requin. Le meilleur avocat spécialisé en contentieux que tu puisses trouver dans la ville. James, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air terrible. Je lui ai tout raconté, la clé volée, l'appartement saccagé, la caméra, le coffre-fort, le titre de propriété de la voiture. J'ai senti la pression derrière mes yeux augmenter alors que je racontais la violation, l'audace de tout cela. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil, et pendant une seconde, j'ai eu peur qu'ils me disent que je réagissais de manière excessive. C'est fils de... Il a étouffé le mot, sa voix un grognement sourd. James, ça va? Je ne sais pas ce que je suis, ai-je admis, la confession un murmure douloureux. Je me sens effacé. Non, dit Tyler, sa voix ferme, coupant court à mon désespoir. Non, tu m'écoutes. Tu n'es pas effacé. Tu es mis à l'épreuve, et tu vas te battre. Tu ne fais pas ça pour te venger, James. Tu fais ça pour qu'il ne puisse plus jamais te faire de mal. Tu fais ça pour toi, pour l'enfant de 10 ans dont ils ont ignoré le ruban du concours scientifique. Tu le lui dois. Il avait raison. Il ne s'agissait plus de la voiture. Il s'agissait de ma vie, de ma liberté. J'ai sauvegardé le fichier vidéo. J'en ai fait une copie de sauvegarde sur 3 services cloud différents. C'était ma preuve, mon pouvoir, ma vérité. J'ai terminé mon travail à Singapour avec une concentration froide et dure que je ne savais pas posséder. Je n'étais plus une victime, j'étais un homme avec un plan pour rentrer à la maison et mettre fin au règne de terreur de ma famille pour de bon. Ils pensaient que j'étais un fantôme qu'ils pouvaient traverser. Ils allaient découvrir que les fantômes peuvent vous hanter. Le vol de retour a été les 18 heures les plus longues de ma vie. Chaque minute a semblé durer 1 heure. Je n'ai pas regardé de film. Je n'ai pas dormi. Je suis resté assis là, le bourdonnement des moteurs en toile de fond de la tempête qui faisait rage à l'intérieur de moi. J'avais le fichier vidéo sur mon téléphone, une bombe numérique attendant d'être déclenchée. Mon avocat, Daniel Weinstein, un homme que Tyler avait décrit comme un pitbull dans un costume à $1000, était en alerte. Toutes les pièces étaient en place. J'ai atterri, j'ai passé la douane dans un état second, et la première chose que j'ai faite a été d'aller à mon appartement. J'avais besoin de le voir de mes propres yeux. La réalité était pire que la vidéo. L'odeur m'a frappé en premier, un mélange aigre de bière éventée, de nourriture avariée et de linge non lavé. L'endroit était une zone sinistrée. Mes meubles étaient tachés, mes sols étaient collants et il y avait une fissure dans l'écran de mon téléviseur de 65 pouces. Nathan était là, endormi sur le canapé, ronflant bruyamment au milieu de l'épave. Je ne l'ai pas réveillé. J'ai juste pris quelques photos avec mon téléphone, mes mains stables, documentant la scène. Puis je suis allé au garage. Ma place de parking était vide, un vide en béton brut où se trouvait mon Audi, le symbole de mon travail acharné effacé. Je n'ai pas ressenti de colère alors, juste un vide profond et creux. C'était la confirmation finale. Je suis monté dans ma voiture de location et j'ai conduit vers le seul endroit où je savais que je devais aller, la maison de mes parents. La réaction de ma mère était exactement ce à quoi je m'attendais, la fierté, la condescendance, l'absence totale de remords. La partie qui m'a surpris, c'est ma propre réaction, le calme froid et détaché. Après que je lui ai demandé d'aller chercher mon père, nous nous sommes tous réunis dans le salon,
le même salon où mon ruban du concours scientifique avait été ignoré, où ma bourse avait été rejetée. Mon père est arrivé du jardin, essuyant la graisse de ses mains avec un chiffon. Il avait le même regard méfiant qu'il portait toujours quand j'étais là. Nathan, que ma mère a dû appeler et réveiller, est arrivé quelques minutes plus tard, l'air maussade et agacé d'être convoqué. « D'accord, James, nous sommes tous là, » dit ma mère avec impatience, croisant les bras. « Qu'est-ce qui est si important ?» J'ai laissé le silence planer un instant, regardant chacun de leurs visages, ma mère, défiante, mon père, évitant, Nathan, ennuyé et prétentieux. Je suis allé à mon appartement ce matin, ai-je commencé, ma voix calme, et ma voiture a disparu. Nathan renifla. On te l'a déjà dit. Je suis à Paris. Où je l'étais, grâce à toi. Grâce à ma voiture, tu veux dire, ai-je corrigé doucement. C'était pour le mieux, James, dit finalement mon père, fixant un poing sur le mur au-dessus de mon épaule. Nathan était mal en point. Les familles sont censées s'entraider. S'entraider? J'ai répété les mots lentement, les laissant s'imprégner. C'est comme ça que vous appelez ça? Vendre ma propriété sans ma permission? Oh, ne sois pas si dramatique, rétorqua ma mère. Ce n'est qu'une voiture. Tu peux en acheter une autre. Tu as un bon travail. Ton frère n'avait rien. Nous avons fait ce que tous les parents aimants feraient. Des parents aimants? L'expression m'a presque fait rire. Je l'ai regardé, l'absolue conviction sur son visage, et j'ai su qu'il était impossible de raisonner avec eux. Ils vivaient dans une réalité différente, un monde construit sur leurs propres récits intéressés. Il était temps de leur montrer la vraie. Vous avez raison, dis-je doucement. Ils m'ont tous regardé, surpris. Nathan a même souri comme s'il avait gagné. J'ai raison, dit ma mère en gonflant la poitrine. Vous avez raison sur le fait que ce que vous avez fait n'était pas une aide, ai-je précisé, et je veux vous montrer exactement comment j'appellerais ça. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Leurs yeux ont suivi le mouvement. J'ai tapé sur l'écran quelques fois, puis je l'ai posé sur la table basse au centre de la pièce, face à eux, et j'ai appuyé sur play. La vidéo a commencé. La première chose qu'ils ont vue, c'est mon salon saccagé. Ma mère a froncé les sourcils. Puis ils ont vu Nathan et son ami rire, buvant mon alcool. Le visage de Nathan est devenu pâle. Mais c'est l'audio qui les a fait se figer, le petit son de la voix de mon père, clair comme une cloche, la voiture est le vrai problème. On ne peut pas en obtenir un bon prix sans le titre de propriété. La main de ma mère s'est portée à sa bouche. Mon père a fixé le téléphone comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. La vidéo a continué. Elle les a montrés en train d'entrer dans ma chambre, le bruit de coups, de bois qui se fend, le craquement écœurant de mon coffre-fort qui s'ouvre, puis l'image de mon père et de mon frère qui émergent, triomphants, tenant mes documents volés. Le sourire sinistre de mon père a rempli l'écran, voilà. Maintenant, on peut s'en occuper. J'ai arrêté la vidéo. Le silence dans la pièce était absolu. C'était tellement calme que j'entendais le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. Mon père s'était affalé sur la coudoir du canapé, son visage de la couleur de la cendre. Nathan fixait l'écran de téléphone éteint, la bouche bée. Ma mère était blanche comme un linge, ses yeux grands ouverts d'une horreur naissante et incompréhensible. L'arrogance, le défi, tout avait disparu, remplacé par le visage brut et laid de la culpabilité et de la peur. Je les ai laissés mijoter dans ce silence pendant une minute complète. Je voulais qu'ils ressentent le poids de ce qu'ils avaient fait, qu'ils voient leur crime rejoué pour eux en haute définition. Finalement, j'ai repris la parole, ma voix toujours calme, mais elle avait maintenant un tranchant d'acier. Alors, dis-je en prenant mon téléphone, parlons encore une fois de s'entraider. Ce que vous avez fait n'était pas une aide. C'était du vol, une effraction, de la contrefaçon, je suppose, pour signer le titre de propriété. C'est une liste de crimes. J'ai déjà consulté un avocat. Il a une copie de cette vidéo. Ma mère a finalement trouvé sa voix. C'était un murmure étouffé. James, non. Tu ne ferais pas. Je ne ferais pas? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous avez vendu ma voiture pour financer des vacances. Vous avez pénétré par effraction dans ma maison. Vous avez violé ma confiance de toutes les manières imaginables. Vous ne pensiez pas que je me défendrais. Vous pensiez que je me contenterais d'accepter, comme je l'ai toujours fait.
Je me suis levé. J'avais ma réponse. J'avais vu la vérité sur leur visage. Le nom de mon avocat est Daniel Weinstein, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Il attend mon appel, mais je voulais vous faire la courtoisie d'avoir cette conversation en personne d'abord. Je voulais vous regarder dans les yeux quand vous comprendriez enfin ce que vous avez fait. Je me suis arrêté à la porte et j'ai regardé les trois, un tableau de ruines dans leur propre salon. Vous vous êtes trompé sur une chose, maman, ai-je dit. Ce n'était jamais juste une voiture. Et sur ce, je suis sorti, les laissant dans l'épave du monde qu'ils avaient construit. L'explosion était terminée. Il était maintenant temps pour les retombées. Les jours qui ont suivi cette confrontation ont été un flou d'actions froides et calculées. Il n'y avait plus d'émotion en jeu, plus de colère ou de douleur. C'était comme si je gérais un projet, mon projet le plus important jusqu'à présent, le démantèlement systématique du pouvoir de ma famille sur moi. J'ai rencontré Daniel Weinstein le lendemain matin. Son bureau était au 40e étage d'un gratte-ciel du centre-ville, tout en verre et en acier avec une vue panoramique sur la ville. Il était exactement comme Tyler l'avait décrit, impeccablement habillé avec des yeux perçants qui ne manquaient rien et une poignée de main qui pouvait écraser des noix. Je lui ai tout expliqué. Je n'ai rien édité. J'ai juste présenté les faits, la chronologie et enfin la vidéo. Il a regardé toute la chose sur son grand moniteur sans un mot, son visage impassible. Quand c'était fini, il a pivoté sa chaise en cuir pour me faire face. Monsieur Anderson, a-t-il dit, sa voix calme et précise, ce n'est pas une affaire difficile. Les preuves vidéo sont irréfutables. Nous les avons pour effraction et entrée par effraction, vol de biens personnels et complot en vue de commettre une fraude. La vente non autorisée du véhicule est une fraude électronique s'ils l'ont fait en ligne, une fraude postale s'ils ont utilisé le service postal. Nous pourrions engager des poursuites pénales. Il pourrait et devrait probablement encourir une peine de prison, surtout votre frère, étant donné qu'il était le principal bénéficiaire. Peine de prison. Les mots sont restés en suspens. Autant il m'avait fait mal, la pensée de mes propres parents derrière les barreaux, cela m'a envoyé un coup compliqué dans la poitrine. Ce n'était pas de la pitié, c'était la finalité, la fin tragique et l'aide d'une histoire qui aurait dû être différente. Quelles sont mes autres options, ai-je demandé. Vous êtes dans une position de force extrême, a-t-il expliqué. Nous pouvons aborder cela d'un point de vue civil. Nous pouvons leur proposer un accord à l'amiable, un accord qui vous indemnise et qui garantit que cela ne pourra plus jamais se reproduire. Ce serait plus rapide, plus propre, et cela les maintiendrait hors de prison. Le choix, Monsieur Anderson, vous appartient entièrement. J'ai réfléchi longuement. Que voulais-je? Voulais-je me venger, les voir punis dans toute la mesure de la loi? Ou voulais-je autre chose? J'ai pensé aux mots de Tyler, tu fais ça pour qu'il ne puisse plus jamais te faire de mal. C'était ça. Je ne voulais pas qu'il soit en prison, je voulais qu'il sorte de ma vie de façon permanente. Je veux qu'il sorte de ma vie, ai-je dit à Weinstein. Proposons-leur un règlement. Excellent, a-t-il dit, un mince sourire touchant ses lèvres. Je vais rédiger la lettre de mise en demeure. Elle sera sévère. Elle sera non négociable, et elle leur sera livrée d'ici la fin de la journée. 2 jours plus tard, nous nous sommes tous réunis dans une salle de conférence stérile du cabinet de Weinstein. C'était la première fois que je les voyais depuis le jour où j'ai passé la vidéo. Ils avaient l'air terribles. Mon père semblait avoir vieilli de 10 ans, ses épaules affaissées par la défaite. Le visage de ma mère était bouffi d'avoir pleuré, ses yeux rouges et errants dans la pièce, évitant les miens. Nathan était un ressort enroulé de rage impuissante, me lançant des regards noirs de l'autre côté de la table en acajou poli. Ils avaient amené un avocat avec eux, un homme à l'air harcelé d'un petit cabinet de banlieue qui semblait complètement dépassé par les événements. Je n'ai pas dit un mot. J'ai laissé Weinstein prendre la parole. Il était magnifique. Il était calme, impitoyable et parfaitement professionnel. Il a exposé l'affaire contre eux, faisant référence à des lois spécifiques et à des précédents juridiques. Il a décrit les peines de prison qu'ils encouraient. Puis il a fait glisser un document épais sur la table vers leur avocat. Cependant, a dit Weinstein avec froideur, mon client, faisant preuve d'une retenue remarquable, est prêt à renoncer aux poursuites pénales à 2 conditions. Il a levé un doigt. 1. Une restitution financière complète. Cela comprend la pleine valeur marchande d'origine de l'Audi S5 de 2022, le remboursement des dommages à l'appartement et aux biens de mon client, une somme pour la détresse émotionnelle, et tous les frais juridiques de mon client.
Le montant total est détaillé à la page 5. J'ai vu les yeux de leur avocat s'écarquiller lorsqu'il a tourné à la page. Ma mère a laissé échapper un petit halètement. Weinstein a levé un deuxième doigt. 2. Une ordonnance d'éloignement juridiquement contraignante et permanente. Vous ne devrez pas vous approcher à moins de 500 pieds de mon client, de son domicile ou de son lieu de travail. Vous ne le contacterez pas ou ne tenterez pas de le contacter par quelque moyen que ce soit, ni par téléphone, courriel, message texte, médias sociaux ou par le biais d'un tiers. Une violation de cette ordonnance entraînera des accusations criminelles immédiates. Il s'est adossé à sa chaise. Ce sont les conditions. Elles ne sont pas négociables. Vous avez 24 heures pour signer. Si vous ne le faites pas, nous déposerons une plainte pénale auprès du bureau du procureur de district demain matin, et nous remettrons toutes les preuves, y compris la vidéo. La pièce était silencieuse. Leur avocat chuchotait frénétiquement avec mes parents. Je pouvais entendre des bribes, pas le choix. Ils vous tiennent. Vendre la maison est la seule solution. Vendre la maison, le royaume lui-même, l'endroit où tout a commencé. Cela leur a pris moins d'1 heure. J'ai regardé, un par un, ils ont signé les papiers. La main de mon père tremblait tellement qu'il pouvait à peine tenir le stylo. Ma mère a signé avec des larmes coulant sur son visage. Nathan a griffonné son nom avec un trait vicieux et colérique. C'était fait. Alors qu'il sortait de la pièce, brisé et vaincu, ma mère s'est arrêtée à la porte. Elle m'a regardé, les yeux suppliants. James, commença-t-elle. Weinstein s'avança légèrement. Madame Anderson, dit-il, sa voix polie mais inflexible, l'accord est maintenant en vigueur. Sa bouche se referma brusquement. Elle m'a jeté un dernier regard, un regard de désespoir, de perte, d'une douleur qu'elle s'était infligée à elle-même, et puis elle est partie. Je suis resté assis dans la salle de conférence tranquille, les documents signés une pile épaisse et lourde sur la table devant moi. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas heureux. Je ne ressentais rien, juste un vide vaste et silencieux. La guerre était finie. J'avais gagné, mais cela m'avait coûté toute ma famille. Ou peut-être, pensais-je, cela m'avait juste coûté l'illusion d'une famille. Peut-être que la vraie famille était quelque chose que je devais encore trouver. L'année qui a suivi a été une année de reconstruction tranquille et délibérée. Il ne s'agissait pas seulement de reconstruire mes finances ou mon appartement, il s'agissait de reconstruire ma vie sur de nouvelles bases, que je possédais complètement. L'argent du règlement est arrivé. C'était une somme substantielle, assez pour tout couvrir et même plus. Mon premier réflexe a été de sortir et d'acheter une nouvelle voiture, une meilleure, plus rapide, plus chère que l'Audi, un geste de défi pour leur montrer ce qu'ils ne pouvaient pas me prendre. Mais alors que je me tenais dans la concession, regardant une Porsche rutilante, j'ai réalisé quelque chose. Je n'en voulais pas. Le désir de symbole avait disparu. La voiture n'avait jamais été une question de frime, il s'agissait de célébrer mon propre travail acharné. Prouver ce point avec un jouet plus gros et plus beau me semblait vide, me semblait être quelque chose qu'il ferait. Alors je suis sorti de la concession. Au lieu d'acheter une voiture, j'ai appelé Derek Jang, mon ancien colocataire de l'université. Il avait récemment quitté son emploi pour lancer sa propre start-up technologique, une petite entreprise ambitieuse axée sur les solutions d'énergie renouvelable. Il m'avait proposé un partenariat il y a des mois, mais j'étais trop pris par ma carrière stable chez Horizon. Derek, ai-je dit quand il a répondu, est-ce que cette offre de venir en tant que cofondateur est toujours sur la table? Je pouvais entendre le sourire dans sa voix. La porte est toujours ouverte pour toi, mec. Toujours. J'ai démissionné d'Horizon la semaine suivante. Victoria Reeves m'a incroyablement soutenu. Je savais que tu étais destiné à plus que de simplement gravir l'échelle de quelqu'un d'autre, m'a-t-elle dit, en m'écrivant une lettre de recommandation élogieuse et en me présentant aux principaux investisseurs. Va construire la tienne. J'ai investi une part importante de l'argent du règlement dans la start-up. C'était un risque, mais ça me semblait juste. C'était un investissement dans mon avenir, dans un rêve que je partageais avec un ami en qui j'avais confiance. C'était un acte de création, pas de remplacement. La vie s'est installée dans un nouveau rythme. Le travail était exigeant, les heures étaient longues, mais c'était le nôtre. Derek et moi étions une équipe parfaite, son génie technique complétait ma planification stratégique. Nous avons passé d'innombrables nuits tardives dans notre minuscule bureau, alimenté par du café bon marché et l'excitation pure de construire quelque chose de réel.
Je me souviens d'une nuit vers 3 heures du matin, nous avons finalement résolu un problème de codage complexe qui nous tourmentait depuis des semaines. Nous ne nous sommes pas seulement serré la main, nous avons crié, nous nous sommes tapés dans la main. Nous étions deux gars épuisés mais extatiques qui avaient surmonté un vrai défi ensemble. Ce seul moment de victoire partagé m'a semblé plus gratifiant que n'importe quelle promotion que j'avais jamais reçue chez Horizon. J'ai découvert ce qui est arrivé à mon ancienne famille par le bouche à oreille. La tante Clara me donnait occasionnellement des nouvelles, demandant toujours d'abord si je voulais les entendre. Ils avaient vendu la maison, celle où j'ai grandi, pour moins que sa valeur parce qu'ils étaient désespérés. Ils ont payé le règlement et ont utilisé ce qui restait pour emménager dans un petit appartement exigu de l'autre côté de la ville. Mon père a été forcé de sortir de sa retraite et a accepté un emploi d'accueillant dans un grand magasin de bricolage. Ma mère, qui n'avait pas travaillé depuis plus de 30 ans, a trouvé un emploi à temps partiel de caissière dans une épicerie. Ils ont dit à tous ceux qui voulaient bien les écouter que leur fils ingrat et cruel avait volé leur maison et ruiné leur vie. Ils n'ont jamais assumé la responsabilité, ils se sont simplement refondus comme les victimes d'une nouvelle histoire tragique. Le sort de Nathan était peut-être le plus approprié. Sans parents à éponger et sans mari riche pour financer son style de vie, il a été forcé d'entrer dans le monde réel pour la première fois de sa vie. Il a fini par travailler comme vendeur dans un magasin de vêtements du centre commercial. Un après-midi, j'étais à ce même centre commercial pour rencontrer Tyler pour déjeuner. Alors que je passais devant un grand magasin, je l'ai vu. Il repliait une pile désordonnée de jeans, ses épaules affaissées, son visage pâle et fatigué sous les dures lumières fluorescentes. Nos yeux se sont croisés pendant une seconde fugitive dans tout le magasin. J'ai vu un éclair de reconnaissance, puis de honte, puis sa signature de ressentiment amer. Il a rapidement détourné le regard, me tournant le dos. Je ne me suis pas senti triomphant ou suffisant, j'ai juste ressenti un sentiment de finalité. Le prince d'or n'était plus qu'un autre gars qui pliait des pulls pour le salaire minimum. La magie avait disparu. Ma nouvelle vie était remplie de personnes qui m'appréciaient pour ce que j'étais. Mon amitié avec Tyler s'est renforcée. Lui et sa femme sont devenus mes personnes préférées pour les barbecues du week-end et les soirées de jeu. Derek et moi n'étions pas seulement des partenaires commerciaux, nous étions des frères d'armes. Et puis il y avait la tante Clara. Elle est devenue l'encre de ma nouvelle famille. J'ai passé Thanksgiving et Noël chez elle, entouré d'elle, de son mari et de mes cousins. Sa maison était bruyante, chaotique et remplie d'une chaleur authentique qui avait toujours manqué à la maison de mes parents. Un soir, après un grand dîner de Noël, la tante Clara et moi faisions la vaisselle dans la cuisine. « Tu as l'air heureux, James » dit-elle en me tendant une assiette à sécher. « Je le suis » dis-je, et j'ai été surpris de voir à quel point c'était vrai. « Je le suis vraiment. » Elle sourit, un sourire triste mais révélateur. « Tu sais, ton père ? Il était beaucoup comme toi autrefois, calme, intelligent, essayant toujours de plaire à mes parents. Mais il n'avait Dieu que pour son frère, mon autre frère, le vendeur. Il pensait que Robert était ennuyeux, qu'il manquait d'ambition. J'ai arrêté de sécher l'assiette. Je n'avais jamais entendu ça auparavant. Il a passé toute sa vie à se sentir le second, a-t-elle poursuivi, sa voix douce. Je pense que quand il vous a vu, toi et Nathan, il ne voulait pas répéter le passé. Il voulait miser sur le fils qu'il pensait être le gagnant, le charismatique. Il a misé sur le mauvais cheval. Et ce faisant, il est devenu la chose même qu'il a toujours détestée, un parent qui ne pouvait pas voir la valeur de l'enfant qui se tenait juste devant lui. Cela n'excusait pas ce qu'il a fait, loin de là, mais cela l'expliquait. Cela le dépeignait non pas comme un monstre, mais comme un homme tragique et brisé, transmettant ses propres blessures à ses enfants. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que le cycle était brisé. Cette douleur avait pris fin avec moi. Je n'allais pas la porter plus loin. J'avais trouvé mon nouveau point du jour. Il ne s'agissait pas d'une nouvelle voiture ou d'un appartement plus grand, il s'agissait de ça, ce sentiment de paix, cette cuisine remplie de rire, cette compréhension tranquille que j'étais enfin vraiment rentré à la maison. C'est presque 1 an et demi après le règlement que j'ai acheté une autre voiture. Notre start-up venait de garantir son 2e cycle de financement et les choses étaient stables. Je ne prenais plus le bus, mais j'utilisais un service de covoiturage, content de me concentrer sur mon travail. Mais un samedi, j'ai décidé qu'il était temps. Je ne suis pas allé chez le concessionnaire Audi ou Porsche, je suis allé chez un concessionnaire Toyota raisonnable et fiable. Je suis sorti quelques heures plus tard avec les clés d'un Highlander flambant neuf.
Ce n'était pas Tapa accent grave-l'œil, ce n'était pas un symbole de statut social. C'était une voiture familiale sûre et fiable. Alors que je le conduisais hors du terrain, l'odeur de voiture neuve remplissant mes poumons, j'ai ressenti un sentiment de contentement que l'Audi ne m'avait jamais tout à fait donné. L'Audi avait été une déclaration à ma famille, un symbole de mon succès malgré eux. Le Highlander était une déclaration à moi-même. C'était un outil pour la vie que je construisais. Mon premier voyage dans la nouvelle voiture n'était pas un trajet solitaire le long de la côte pour la montrer. Je suis allé directement chez Tyler. Lui, sa femme et leurs 2 enfants se sont entassés, et nous sommes allés dans un parc d'État pour un pique-nique. Alors que je regardais dans le rétroviseur leur visage rieur, les enfants se disputant pour savoir qui avait la place côté fenêtre, j'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine. C'était la famille, pas celle dans laquelle je suis né, mais celle que j'avais choisie, celle qui m'avait choisi en retour. Elle n'était pas basée sur l'obligation ou le sang, mais sur le respect mutuel, sur le rire et sur le fait de se montrer les uns pour les autres. Plus tard ce soir-là, alors que je rentrais chez moi, mon téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. C'était un numéro inconnu, mais l'indicatif régional m'était familier. C'était l'indicatif régional de la ville où vivaient mes parents. Une partie de moi, un fantôme du vieil James, voulait répondre, un éclair de curiosité sur ce qu'elle dirait. Seraient-ce des excuses? Une prière? Une autre demande? J'ai regardé la route devant moi, les réverbères passant en trombe. J'ai pensé à la paix pour laquelle je m'étais tant battu pour gagner. J'ai pensé au son des rires de mes amis dans ma nouvelle voiture. J'ai pensé à l'avenir que je construisais avec Derek. J'ai appuyé mon pouce sur l'écran, non pas sur le bouton vert de réponse, mais sur le bouton rouge de rejet. Puis j'ai bloqué le numéro. Ce n'était pas un acte de colère, ce n'était pas un acte de vengeance. C'était un acte de paix, c'était une clôture à mes conditions. Je n'attendais plus le rappel, je n'espérais plus des excuses qu'ils étaient incapables de donner. J'avais fini de regarder dans le rétroviseur. La route devant moi était ouverte, et pour la première fois de ma vie, j'étais le seul derrière le volant, et j'étais enfin complètement libre. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné avec vous d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà eu à faire un choix difficile pour protéger votre propre paix? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la suite.